vers une définition de la philosophie, avec un point d'interrogation et 3 points de suspension. Donc, dans le cadre de cette série de vidéos, on commence, on va dire, les choses sérieuses. Donc là, j'ai mis grand 1, il va y avoir grand 2, grand 3, grand 4, enfin, il va y en avoir probablement un bon paquet, puisque on ne peut pas dire que la question de la définition de la philosophie, par elle-même ou par d'autres disciplines, comme l'ethnologie ou la sociologie, soit chose aisée. C'est déjà un problème. Donc, vers une définition de la philosophie, ça indique une direction, l'endroit où on voudrait se rendre. L'endroit où on voudrait se rendre, c'est se dire la philosophie, c'est ça, mais il y a peu de chances qu'on y arrive parce que c'est quand même assez hasardeux, mais c'est intéressant. Après, il y a un point d'interrogation parce que c'est une question en fait qui en implique une autre. Est-ce que cette définition existe réellement? Et il y a 3 points de suspension parce que c'est peut-être un processus indéfini ou infini. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un processus de questionnement qui ne va jamais s'arrêter. Donc, on commence à planter le décor. Donc, s'interroger sur ce qu'est la philosophie, c'est quelque chose qui est aussi vieux que la philosophie elle-même. La philosophie s'interroge sur sa définition, sur son objet, sur sa structure, sur la façon dont elle doit être enseignée, puisqu'il y a un rapport, qui est plus qu'un rapport, qui est une relation corrélative entre la philosophie et l'enseignement qui date depuis très longtemps, depuis quasiment les origines, mais qui s'est institutionnalisée au sens académique du terme à partir grosso modo du XVIIe siècle. Hein. Mais on connaît l'histoire des maîtres et des disciples, hein. Socrate, Platon, Platon, Aristote, Ammonius, Plotin, etc., etc. Donc il y a toujours eu quand même dans la philosophie une passation, un transfert, un passage de savoir, quelque chose qui va d'un endroit, d'un corps, d'une pensée, d'une âme vers un autre, ou vers plusieurs autres. C'est là dans un contexte d'enseignement académique, ce dans quoi nous ne nous plaçons pas. Nous sommes dans un contexte de... On philosophe comme ça, là, hors les murs, on philosophe entre nous, on essaye de voir ce que ça va donner. Donc déjà, quand on parle d'une définition de la philosophie, il est normal de commencer par s'interroger sur ce que c'est qu'une définition. Qu'est-ce que ça peut être une définition? Si on prend un ensemble d'exemples, on va prendre la définition d'Aristote, l'homme est un animal pensant et politique. On va prendre la définition de Platon, beaucoup plus comique, tirée du fameux recueil apocryphe des définitions. L'homme est un bipède sans plume. Définition par exemple du point chez Euclide, livre 1 des éléments. Le point est ce qui n'a pas de partie. Définition suivante, la ligne. La ligne est une longueur sans largeur. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Définition de l'électron. L'électron, c'est une particule élémentaire qui est dotée d'une charge négative. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout cet ensemble définitionnel de définitions? Donc là, il faut bien prendre l'ensemble de définitions, il ne faut pas le prendre dans le sens de la théorie des fonctions en mathématiques. Ouais. Donc on n'est pas du tout là-dedans. On est dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que font ressortir ces définitions? Elles font ressortir qu'on attribue à un sujet, à quelque chose, à un élément, à un être, à un objet, une ou plusieurs qualités. L'homme est un animal pensant et politique. Aristote, définition qu'on appellera par genre et différence spécifiques. Mais ce qui est important de relever dans toutes les définitions qu'on a eues, c'est le « et ». Ceci et cela. Ceci et cela. Donc ça veut dire que quand on va chercher à définir quelque chose, on va chercher à lui attribuer une ou plusieurs qualités ou à les lui enlever. Ça peut être aussi par la voie négative qu'on peut définir quelque chose. La définition par la voie négative, ça peut être la définition de type qu'a commencé à développer Parménide dans son poème. Hein. C'est la puissance de la négation, c'est-à-dire essayer d'exposer ce qu'une chose n'est pas pour pouvoir en déduire finalement son être. Donc on a quand même pas mal de formes de définitions différentes. La philosophie s'interroge dès Aristote, dès Platon d'ailleurs,
s'interroge sur les définitions. Donc quand on dit vers une définition de la philosophie, en fait on est dans une espèce d'autoréférence. Parce que la philosophie, c'est justement quelque chose qui ne peut pas, c'est une discipline qui ne peut pas se passer de définition. Je ne parle même pas des philosophies de type Spinoza, où là c'est carrément de par une structure logico-mathématique qui rend nécessaire l'utilisation des définitions. Mais là on est dans une définition de type mathématique, comme celle qu'on a pigée chez Euclide un petit peu, là, etc. Donc la définition de la philosophie, ça va être de pouvoir attribuer ou pas des qualités à la philosophie. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors ça a donné lieu à toute une littérature, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je le disais au début, la question de, entre guillemets, de l'essence de la philosophie, ça obsède tous les philosophes depuis le début. Le début qui pour nous est un début grec, qui restera dans un paradigme grec assez longtemps, mais c'est pas un début réel, parce qu'en fait, l'Homo sapiens, il a probablement commencé à réfléchir à la réalité, à penser la réalité, à évaluer, à chercher bien avant les Grecs, et puis bien avant. Donc nous, on a cette espèce de signe de départ, de signe d'un commencement occidental en Grèce, mais qui n'est pas du tout non plus, comment dire ça, enfin qui n'est pas réel, ce n'est pas un commencement réel. Il n'y a pas de départ ex nihilo de la philosophie à partir de Pythagore. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est des balivernes. N'empêche que c'est Pythagore qui a pourtant inventé, soi-disant, le vocable philosophe, philosophie, etc., etc. Donc, philosophie, si on prend les choses d'un point de vue étymologique, c'est quand même important d'y revenir ne serait-ce que succinctement, ça veut dire, le philosophe, c'est celui qui aime, du verbe grec philein, la sagesse, sophia. Mais sophia en grec, ça ne veut pas dire seulement la sagesse. C'est un terme plurivoque, comme beaucoup de termes grecs, donc on va partir d'une définition un peu générale comme amour de la sagesse, qui est la définition un peu canonique, un peu même je dirais plate, qu'on a l'habitude d'entendre, mais enfin il faut quand même la connaître. Et donc ce qui va définir la philosophie comme amour de la sagesse, c'est un certain regard porté sur les choses. Ce regard porté sur les choses est un regard interrogatif. La philosophie a pour vocation de questionner la réalité, de s'interroger sur la réalité, d'évaluer la réalité. Mais ça, elle le partage avec la science. Parce que la science mène aussi une réflexion poussée, quantitative sur la réalité. Donc, on va devoir départager aussi des domaines, probablement. C'est-à-dire, il y a, de par le regard philosophique, la possibilité de voir émerger un savoir philosophique, et il y a, de par l'attitude scientifique, la possibilité de voir émerger une connaissance scientifique. Donc on a déjà des distinctions qui sont assez importantes, puisque pour nous, à l'époque où nous en sommes, et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il est très 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 important de bien se situer. Nous, à l'époque où nous en sommes, cette division-là est quand même assez... elle est solidement ancrée dans la réalité, puisqu'on a des sciences, un ensemble de sciences qui sont constituées, et la philosophie qui est quand même constituée aussi, et les deux ensembles communiquent de manière évidente. Mais la philosophie, et ça je vais l'assumer d'emblée, j'en parlerai plus longuement, peut-être dans des moments plus polémiques, mais la philosophie n'est pas une science. On va s'entendre là-dessus. C'est pas parce qu'on arrive à formaliser deux ou trois conneries, notamment en logique, qu'on arrive à formaliser quelques arguments, qu'on arrive à faire un peu d'éthique normative, etc., d'éthique formelle, qu'il faut commencer à penser que, que la philosophie, du fait qu'elle puisse, à certains égards, se structurer de manière un peu formelle, deviendrait une science. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve qu'il faut complètement évacuer de notre sphère de pensée, parce que de toute façon, le formalisme n'ouvre pas de perspectives pour la philosophie, il ouvre des perspectives pour la science, mais il n'est pas porteur de sens, il est au contraire réducteur de sens énormément, et ça je le montrerai dans d'autres vidéos. Donc ça ne veut pas dire que je vais entamer nécessairement immédiatement une guerre
contre les logiciens, les philosophes analytiques, etc. etc. C'est pas du tout le cas, puisque moi j'ai fait ma thèse avec un philosophe analytique. Mais je veux dire, il y a en effet une pertinence de ce type de considération, puisque ça fait toute une partie de la philosophie croit, dur comme fer, en la formalisation, au formalisme, etc. Moi, j'en fais pas partie. Voilà. C'est tout. Après, c'est des choses qu'on argumente. Mais déjà, on voit que dans notre tentative de définir un peu de manière abrupte la philosophie, il y a déjà quelque chose qui émerge. C'est-à-dire que ce qui émerge, et ce qui est important, c'est qu'il existe, à travers le temps et à travers l'espace, une multiplicité de philosophies. Il existe des styles philosophiques. Les philosophes qui pratiquent la logique, le formalisme, qui sont beaucoup intéressés aux mathématiques, etc., etc., on va dire que c'est ce qu'on appelle en général les philosophes analytiques. Les autres, ceux qui sont plus dans la pensée spéculative, du point de vue des analytiques, ce sont les philosophes continentaux. Moi, je fais partie des philosophes, je suis un philosophe continental, mais qui a fait sa thèse avec un philosophe analytique. C'est un mélange bizarre, mais c'est des mélanges qui marchent de temps en temps. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est quand on se demande qu'est-ce que la philosophie, vers une définition de la philosophie, ce qu'on voit, c'est qu'on ne va pas pouvoir donner une définition nécessairement unifiée. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir se dire, la philosophie, c'est peut-être pas juste ça, mais c'est peut-être différentes sortes de choses qui cohabitent dans un espace, qui est l'espace de la pensée. Donc déjà, première chose, la philosophie est unifiée d'une certaine manière juste nominalement. C'est juste son nom qui dit la philosophie, mais en fait on devrait peut-être parler des philosophies. Deuxième chose aussi là, que je viens d'évoquer, mais qu'il va falloir évoquer de manière un peu plus radicale, c'est l'adéquation, souvent tentée, fausse à mon avis aussi, entre la pensée et la philosophie. L'affaire de la philosophie, ce serait la pensée. L'affaire de la philosophie, ce ne serait que la pensée. Et en fait, l'affaire de la philosophie, ce serait la pensée qui se pense elle-même. Ça, c'est partiellement vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il existe de manière tout à fait nécessaire un ensemble de pensées qu'on peut avoir de manière quotidienne qui ne sont pas du tout philosophiques. Donc il ne faut pas essayer non plus trop rapidement de faire de la philosophie et de la pensée des synonymes. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais la philosophie ne peut pas se passer de la pensée. Donc déjà aussi on a un autre élément qui émerge, c'est qu'à côté des styles, il va y avoir une dimension qu'on va appeler noétique. Noétique, c'est un lien avec la faculté de penser, et donc ça par exemple, ça va couvrir toute la... C'est quelque chose qui peut justement par exemple unifier pour le coup les philosophies dont je vous parlais, donc analytique et continentale, elles se situent toutes les deux dans l'élément de la pensée. Toute philosophie se situe dans l'élément de la pensée. Ça c'est une nécessité. Même si on est dans la pensée formelle d'un Turing, on est dans l'élément de la pensée. Donc, pour le moment, on en est là, mais on va essayer de progresser encore un petit peu. Donc je suis désolé un peu de l'aspect aussi peut-être hésitant de mes vidéos, mais moi j'improvise totalement. J'ai rien d'écrit, j'ai rien sous la main. J'ai des choses à portée de la main, mais j'ai rien sous la main. C'est une petite parenthèse amusante, je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Mais donc, c'est pour ça que des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est parce que je veux aussi que ma pensée reste vivante. Je me laisse la possibilité de me tromper, de me planter, de revenir sur des choses que j'ai dites, etc., etc. Parce que sinon, si on est dans la sclérose directement, dans le fixisme, ça sert à rien. Dans ce cas-là, allez à la fac, allez suivre un cours, et puis voilà. Là, ça va être plus carré, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais on est dans une autre dimension, on est dans la dimension de l'expérimental. On ne sait pas du tout, là je vous parle de la définition de la philosophie, j'ai aucune idée de ça, où ça va nous mener, j'en sais rien du tout. Donc ça se construit comme ça. Bon, la deuxième, donc là on a commencé à poser quelques distinctions en philosophie analytique, philosophie continentale, philosophie analytique, formalisme, philosophie continentale, spéculation, spéculative. On ne va pas rentrer dans les détails, on va en rester là pour le moment parce que c'est beaucoup plus compliqué, les deux parties ne sont pas en guerre, il y a quand même beaucoup de voies de passage entre l'une et l'autre, mais il y a quand même des problèmes sérieux. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que la philosophie n'est pas
synonyme de philosopher, ce n'est pas synonyme de penser. La philosophie et la pensée n'ont pas la même extension. La pensée a une extension beaucoup plus grande que la philosophie, mais la philosophie ne peut pas se passer de la pensée. Donc ça vient relier finalement les deux bouts de la chaîne que sont la philosophie analytique et la philosophie continentale. Après, il y a beaucoup d'autres styles de philosophie que j'explorerai plus dans le cadre de la philosophie continentale. Mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Là. Mais pour nous, qui tentons de philosopher hors les murs, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui va nous intéresser, c'est la propension que nous avons à nous questionner sur la réalité. Et là, on va toucher quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus fondamental. Par exemple, quand j'ai commencé à parler des définitions, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler, j'ai questionné la question. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de questionner ce qui fait question. Donc ça c'est très important, il y a dans la philosophie une dimension, ça c'est une dimension qui est très 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 fortement représentée dans tous les types de philosophie, c'est qu'il y a un questionnement. Il n'y a pas de philosophie sans questionnement. Ça c'est clair. Ce qui nous intéresse nous, qui sommes là, hein, c'est de réfléchir à notre réalité, à la réalité, de l'évaluer, de la jauger, de la critiquer, de démystifier un certain nombre de choses, mais ça ne peut pas se passer sans qu'il y ait une dimension questionnante de notre vie, de notre existence. Donc, là, on commence à se rapprocher de quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire que la philosophie, là, pour nous, ici hors les murs, là, ça va être de questionner cette dimension questionnante de notre existence. Puisque nous, ce qui nous porte à faire de la philosophie de manière, j'ai envie de dire, non professionnelle, puisque moi, même en étant docteur, je ne suis pas du tout professionnel de la philosophie, puisque j'enseigne nulle part, enfin, je veux dire, mais je me questionne. Et il y a plein de monde qui n'ont pas fait d'études de philosophie, qui n'ont jamais ouvert peut-être même un livre de philosophie, et qui se questionnent. Donc, la dimension questionnante de la philosophie est centrale. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus important que les styles ou que le problème de la pensée. Donc, je dis tout le temps donc, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que je saute aux conclusions. Ça doit être ça. Donc il y a un but à la philosophie, et quand on va donc se demander, quand on se pose la question de vers une définition de la philosophie, comme je vous le disais au début, il y a un but. Et ce but, on peut d'ores et déjà commencer à poser un certain nombre d'hypothèses, et qui sont les suivantes. Le but est de se questionner, mais n'est pas de se questionner de la même manière que les sciences se questionnent, parce que les sciences mesurent. La physique mesure, l'astrophysique mesure par exemple la distance entre une étoile et le centre d'une galaxie, la vitesse de rotation d'une étoile à neutrons, enfin. La grosse différence qu'il va y avoir entre la connaissance scientifique et le savoir philosophique, c'est que la connaissance scientifique va être de toute manière, d'une manière ou d'une autre, basée sur la mesure, c'est-à-dire qu'elle veut mesurer, peser, justement, tiens, le poids d'un électron, comment ça pèse un électron, etc. Enfin, voilà. Alors que la philosophie n'a pas cette prétention à mesurer de façon immédiate, quoique là ce soit justement un des objets du débat entre la philosophie analytique et la philosophie continentale, la philosophie analytique soutenant que justement on peut mesurer aussi, on peut mesurer par exemple l'intensité des préférences d'une personne pour un certain objet, ça c'est ce qui s'appelle la théorie de la décision, qui donnera lieu à un bon nombre de vidéos ultérieurement. Mais bon, donc voilà, nous on est dans un questionnement qui est un questionnement qui n'a pas vocation à devenir mesure. Ok ? Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ce qui va porter la philosophie d'époque en époque, ce qui va la porter, bon pour nous on n'ira pas, de toute façon on ne pourra pas y aller pour des raisons très simples qui sont des raisons textuelles, puisqu'on n'a pas de texte avant. Nous on n'ira pas en deçà de Pythagore. Pythagore on dit qu'il a inventé le concept de philosophie. Mais je veux dire on n'ira pas en deçà de ça. Je veux dire on ne va pas commencer à partir. Mais ce qui va faire l'unité de la philosophie de Pythagore
je sais pas, à Carnap, par exemple. Carnap, c'est plus un philosophe analytique, hein. Mais c'est un questionnement. C'est un questionnement. Donc, pas de philosophie sans questionnement. Ça, c'est déjà quelque chose de très clair. Et nous, quand on se questionne, on a envie de savoir, de comprendre, de connaître, mais pas connaître scientifiquement. Il y a une connaissance philosophique aussi, ça pose problème. Et donc voilà, nous, on est dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension du questionnement sur les choses, sur la réalité, sur les autres, sur le monde, sur nous-mêmes. Le questionnement de la philosophie, à la différence de celui des sciences dans leur spécificité et leur spécification, le questionnement de la philosophie est omni-englobant. Il englobe toutes les dimensions de la réalité qu'un individu traverse, assume, etc. Tout ce qui nous fait, que ce soit notre environnement immédiat, ça on verra aussi, on réfléchira sur la notion d'environnement et sur la manière dont nos environnements donnent matière à réflexion par définition. Tout ça, là, je veux dire, tout ça est objet de questionnement. Le rapport que j'ai avec moi-même, avec mon corps, qui est moi, ça aussi c'est sujet à questionnement. Donc on a toutes ces dimensions qui vont se croiser, et on en a une par laquelle on va commencer, avec le fameux texte de Deleuze dont je vous parle depuis longtemps. C'est que dans la nébuleuse interrogatrice, c'est-à-dire la nébuleuse qui nous porte à vouloir philosopher hors les murs, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas inscrits dans un programme, qui ne sommes pas... Bon, ce qui nous porte aussi, c'est un certain regard. Nous avons envie de faire de la philosophie parce que nous avons un regard sur les choses. La philosophie, c'est un regard. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier non plus que dans cette dimension de questionnement, ce qu'on veut, c'est éclaircir les choses. Quand on veut définir quelque chose, définir, c'est éclaircir. Quand je propose le titre vers une définition de la philosophie, ça pourrait être aussi vers un éclaircissement de la philosophie. Donc toute entreprise philosophique, y compris celle qui prend la philosophie comme objet, ce que je fais maintenant, bien entendu dans des dimensions tout à fait modestes, mais qui ne vont pas le rester nécessairement éternellement, toute cette dimension-là est reliée à un but qui est d'éclaircir les choses. On n'est pas là pour les assombrir, on n'est pas là pour les obscurcir, on est là pour les éclaircir. C'est ça. Et pour éclaircir les choses, il faut parfois les critiquer. Il faut avoir un regard aigu, aiguisé. Un regard qui soit un peu un regard des fois même ironique. On a connu des grands ironiques dans l'histoire de la philosophie. Il y en a un qui est très mal fini, mais on en parlera une autre fois. Mais donc voilà, donc c'est aussi pour ça que le texte de Deleuze, là, que je vais juste lire sans le commenter, va nous embarquer justement dans cette dimension démystificatrice de la philosophie. Parce que si on a en soi ce besoin, parce que c'est ça finalement, hein, c'est un besoin qui implique une décision. Un besoin qui est un besoin d'intelligibilité dans l'existence, de l'existence et de la réalité, produit une décision qui est la décision de philosopher. On se dit, on ne dit pas je vais philosopher, en fait ça c'est complètement con, on dit ça devient une disposition. Et cette disposition devient un état d'esprit, et cet état d'esprit nous définit comme des interrogatifs, des interrogateurs, comme des rêveurs, comme des regardants. C'est ça qui est intéressant. Mais donc le texte de Deleuze là, va nous mettre dans une dimension qui est celle, va préciser finalement. Il va nous servir à préciser les choses, mais il va y avoir des allers-retours dans l'histoire de la philosophie. Là je prends le texte de Deleuze, donc il a été écrit en 62, là. Malheureusement avant qu'il y ait cette fameuse grande édition de Nietzsche par Colli et Montinari, donc ça veut dire que Deleuze se base sur des textes qui ne sont pas encore structurés canoniquement, tels qu'on peut les pratiquer aujourd'hui, mais ça à la rigueur on s'en fout, puisque de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas nécessairement c'est pas le commentaire de Deleuze, c'est la définition qu'il va donner de la philosophie, avec bien entendu un arrière-plan nietzschéen. Ça a l'air très plat ce que je dis, mais c'est quand même très important. Donc c'est ça, là, c'est que
lui, il va nous permettre de commencer à nous donner des axes, parce qu'on ne va pas en rester, c'est la généralité dont j'ai fait preuve ici. C'est hors de question. Je suis un philosophe amateur, mais je ne veux pas non plus passer pour un bouffon. Exagérons rien. Donc c'est ça, hein. Deleuze nous sert à préciser quelque chose, va nous servir notamment à commencer à travailler sur le concept de démystification et de mystification. Et à partir de ce concept-là, on va revenir aux origines. Et on va essayer de se demander comment ce concept de mystification et de démystification s'est articulé dans, autour de la philosophie, déjà à partir de textes anciens. Déjà, bon, moi j'ai quelques idées, je ne sais pas exactement où je vais aller, mais bon, il est possible qu'on ait peut-être un petit texte de l'apologie de Socrate que tous mes amis agrégés, mais je ne sais pas si j'ai encore des amis agrégés, je ne sais pas trop. Là. Je crois qu'ils me fuient un peu comme la peste maintenant. Non, je plaisante, hein, je vous aime, vous inquiétez pas. Mais je veux dire, donc, le texte de Deleuze nous donne une direction, qui est en fait aussi une rétro-direction. Rétro dans le sens où on retourne, on peut, comme qui dirait avec le texte de Deleuze, prospecter, c'est-à-dire voir devant, et on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire rétrospecter. Ça c'est un beau néologisme bien naze. On peut aussi donc partir en machine arrière et se demander à quel moment la connexion finalement entre la démystification et la philosophie se fait. En fait, elle se fait tout de suite. Elle se fait, en tout cas ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle se fait chez Xénophane de manière tout à fait objective. Probablement avant. Donc là, je vais juste lire le texte. Je ne vais pas du tout le commenter. Le commentaire, ce sera pour la prochaine fois. Alors, donc, Nietzsche et la philosophie, 1962. Donc, la philosophie, n'a pas d'autre usage que celui-ci, dénoncer la bassesse de pensée sous toutes ses formes. Y a-t-il une discipline, hors la philosophie, qui se propose la critique de toutes les mystifications, quelle qu'en soit la source et le but? Dénoncer toutes les fictions sans lesquelles les forces réactives ne l'emporteraient pas. Dénoncer dans la mystification ce mélange de bassesse et de bêtise qui forme aussi bien l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Là, je m'arrête 2 minutes. Ça, c'est une phrase qu'il faudra vraiment commenter de manière très attentive. C'est très important. Faire enfin, donc je reprends, faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. Faire des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui ne confondent pas les fins de la culture avec le profit de l'État, de la morale ou de la religion. Combattre le ressentiment, la mauvaise conscience qui nous tiennent lieu de penser. Vaincre le négatif et ses faux prestiges. Qui a intérêt à tout cela, sauf la philosophie? La philosophie comme critique nous dit le plus positif d'elle-même, entreprise de démystification, et qu'on ne se hâte pas de proclamer à cet égard l'échec de la philosophie. Si grande qu'elle soit, la bêtise et la bassesse seraient encore plus grandes s'il ne subsistait un peu de philosophie qui les empêche à chaque époque d'aller aussi loin qu'elles voudraient, qui leur interdit respectivement, ne serait-ce que par ouï dire, d'être aussi bêtes et aussi basses que chacune le souhaiterait pour son compte. Certains excès leur sont interdits, mais qui leur interdit sauf la philosophie? Qui les force à se masquer, à prendre des airs nobles et intelligents, des airs de penseurs? Certes, il existe une mystification proprement philosophique. L'image dogmatique de la pensée et la caricature de la critique en témoignent. Mais la mystification de la philosophie commence à partir du moment où celle-ci renonce à son rôle démystificateur et fait la part des puissances établies, quand elle renonce à nuire à la bêtise, à dénoncer la bassesse. Voilà, donc ça va nous donner une direction. Et puis, c'est sûr et certain qu'on va essayer d'aller loin dans tout ce que j'ai essayé de camper. Là. Mais on va essayer aussi de s'amuser, puis on va essayer aussi de prendre du plaisir à la réflexion et à l'improvisation de la réflexion. Et on va essayer d'être dans notre spontanéité aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans la philosophie, malheureusement, parce que ça, c'est quelque chose qui a justement que l'académisme philosophique
quasiment a complètement tué, hein, c'est la spontanéité. C'est ça aussi. C'est qu'il y a cette idée que la pensée spontanée est une pensée merdique. Non, ça s'apprend, paradoxalement, la spontanéité. Donc c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon apéro. Ciao!